Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième tentative de m'enregistrer afin que vous puissiez avoir accès au contenu de la présentation pour cette première semaine de notre formation pour enseignants. C'est moi, Julie Bolduc-Duval. Si vous ne m'avez pas encore vu dans les autres enregistrements qui fonctionnaient plus ou moins bien, alors c'est moi qui coordonne le programme à la découverte de l'univers et c'est moi que vous verrez au cours des trois semaines en fait de la formation. Alors, avant de débuter avec le contenu astronomique cette semaine, je voudrais vous parler rapidement du programme à la découverte de l'univers et ensuite de la formation pour enseignants. Et on va continuer évidemment avec le contenu de la semaine. Alors, à la découverte de l'univers est un programme qui existe depuis 2011 et notre but est vraiment d'aider les enseignants et les animateurs à mieux enseigner l'astronomie en leur donnant de l'information crédible et vulgarisée, des ressources ainsi que des conseils. Alors, on essaie de rejoindre les enseignants partout au Canada. Enfin, c'est un programme national, bilingue. Tout ce qui se fait en français se fait aussi en anglais. Et on essaie surtout de rejoindre les enseignants, mais aussi les animateurs, comme dans les situations, dans le fond, d'éducation informelle, comme on dit des fois, donc les groupes de jeunes. Entre autres, avant l'été, par exemple, on fait une formation pour les animateurs, ceux qui sont dans les camps d'été ou les parcs, s'ils veulent faire des activités avec les jeunes. On a aussi des gens de différents musées à travers le pays qui nous écoutent. Donc, c'est vraiment pour vous aider à mieux parler d'astronomie. Alors, comme vous le voyez, on a différents programmes. La plupart de nos programmes sont tous offerts en ligne gratuitement. La formation pour enseignants que vous suivez présentement, qui s'étale sur 3 semaines. Une formation aussi sur 3 semaines pour animateurs, comme je parlais avant l'été. On va en avoir une autre justement dans les prochains mois. Ensuite, tout au long de l'année, on a aussi des webinaires sur différents sujets. Alors, par exemple, le dernier qu'on a eu au mois de janvier, c'était sur les nouvelles astronomiques de 2015 et sur ce qui s'en vient en 2016. Donc, une bonne façon de faire un résumé de tout ça. Donc, vous pouvez encore vous inscrire à ce webinaire-là. C'est gratuit. Évidemment, le webinaire est passé, mais vous aurez accès à l'enregistrement. Alors, toutes les présentations qui se font en ligne sont toujours enregistrées. Comme ça, vous pouvez y revenir si vous ne pouvez pas être là en direct ou même si vous voulez revoir certaines parties. On développe aussi des ressources et en particulier cette année, grâce à un nouveau partenaire, on va développer plus de ressources pour enseigner l'astronomie. Donc, nous avons bien hâte de pouvoir rendre ça disponible à tous en ligne. Et nous allons faire des formations en personne. On en fait des fois un petit peu au congrès des profs de sciences, par exemple. Et on va continuer cette année. Encore une fois, c'est un programme à la grandeur du Canada, donc c'est difficile d'en faire beaucoup, mais ça va aller en grossissant. Alors, justement, notre nouveau partenaire, c'est l'Institut Dunlap de l'Université de Toronto, l'Institut de recherche en astrophysique. Et ils se joignent à nous cette année. Alors, nous sommes très heureux de les accueillir, ce qui nous permet d'offrir plus de programmes aussi. Et justement, sont en partenariat avec la Société canadienne d'astronomie, donc les astronomes, les chercheurs de partout au pays, aussi en collaboration avec les réseaux d'astronomes amateurs du Québec et du reste du Canada aussi. Alors, la formation pour enseignants, celle que vous suivez présentement, cette semaine, je vous parle du ciel nocturne, donc l'introduction à qu'est-ce que l'astronomie, le ciel à l'œil nu. Et je le mentionne ici parce que parfois les gens espèrent que je leur montre comment fonctionne un télescope. Disons, je sais que souvent les écoles ont des télescopes, donc pas toujours, là, mais il y a plusieurs écoles qui ont des télescopes et malheureusement, souvent le télescope est sous-utilisé. Et bon, ça se comprend premièrement parce que, évidemment, l'astronomie de jour, lorsqu'il y a des classes, c'est moins évident. On peut en faire un peu, mais en particulier, si on va observer le soleil, il faut avoir un très bon filtre solaire, donc pour bien se protéger les yeux. Mais la plupart du temps, c'est qu'il n'y a personne dans l'école qui sait vraiment comment l'utiliser, malheureusement. Mais ça sera un petit peu dur de vous montrer à travers Internet, à travers un ordinateur, comment utiliser un télescope. Donc, si vous en avez un que vous aimeriez pouvoir l'utiliser, je vous conseille de contacter des astronomes, des clubs d'astronomes dans votre région. Par exemple, par la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Si vous faites une recherche pour eux sur le web, vous allez trouver leur site web. Et vous allez voir la liste des clubs d'astronomie un peu partout. Donc, vous pouvez les contacter et très souvent, il y a des astronomes qui seraient très heureux de venir vous aider en classe, là, au moins vous montrer comment le télescope fonctionne. Donc, moi, je vais surtout miser sur l'astronomie à l'œil nu. De toute façon, c'est ce qui est le moins cher, ce qui est le plus accessible à tous. Donc, c'est vraiment ce que je veux faire ici. Je vais aussi vous montrer l'utilisation du cherche-étoiles ainsi que du programme Stellarium. La semaine prochaine, on va parler du système Terre-Lune-Soleil. Alors, il y a la plupart des concepts astronomiques, quand on fait une introduction à l'astronomie, donc les premiers niveaux où on parle d'astronomie à l'école, ce sont des concepts reliés à ces trois objets-là. Donc, le mouvement de la Terre avec les saisons, entre autres, la Lune avec les phases de la Lune, évidemment. Donc, c'est ce que nous allons étudier la semaine prochaine. Par la suite, la semaine 3, je vais vous faire sentir petit, on part de la Terre jusqu'à l'infini.
Alors, vous avez aussi la formation, oui, regroupe les 3 webinaires, dans le fond, un à chaque semaine, mais il y a aussi différents projets ou différentes activités que vous pouvez faire par vous-même. Donc, le projet d'observation que je vous ai déjà donné, même avant le début de la formation, c'est vraiment quelque chose à plus long terme que vous pouvez faire vous-même et encore une fois que vous pouvez faire avec vos élèves ou adapter avec vos élèves. Alors, le plus facile, c'est peut-être d'observer la Lune. Et je vous fournis un journal d'observation de la Lune. Vous pouvez le modifier si vous voulez. C'est vraiment de base. Essayez de penser à observer la Lune le plus souvent possible et notez vos observations. Donc, au fur et à mesure, vous allez commencer à mieux voir le cycle de la Lune et déjà d'inciter, par exemple, les jeunes à regarder le ciel régulièrement pour voir la Lune. Ça va leur faire réaliser beaucoup de choses, entre autres que la Lune est visible de jour, très souvent aussi. Souvent, les gens associent le Soleil au jour et la Lune à la nuit, mais la Lune est autant visible de jour que de nuit, à peu près, là, considérant que, par contre, c'est plus difficile parce que c'est des très petites phases. Alors, l'autre idée aussi de projet d'observation, évidemment, vous pouvez faire les deux, mais c'est deux différents projets, c'est d'observer la position du coucher de soleil. On sait que le soleil se couche à l'ouest, mais en fait, il ne se couche pas exactement à l'ouest. Ça, c'est vrai seulement 2 journées par année, lors des équinoxes de printemps et d'automne. Sinon, le soleil va se coucher un peu plus au sud-ouest en hiver. Présentement, il se couche au sud-ouest. Et en été, il va aller se coucher au nord-ouest. Alors, l'idée, c'est, disons, probablement de la maison ou l'endroit où vous allez le plus souvent voir le coucher de soleil, de faire un dessin de l'horizon ouest lorsque vous regardez vers l'ouest et de toujours observer du même endroit. Et à ce moment-là, vous pouvez noter au cours des semaines et des mois où le soleil disparaît sous l'horizon et vous allez voir que ça bouge pas mal. Alors, un autre projet intéressant à faire à plus long terme. Maintenant, les documents pour cette semaine. Alors, premièrement, vous avez un document qui s'appelle Apprendre le ciel. Oups, je reviens, OK. Alors, quand on commence à apprendre le ciel, encore une fois, hein, c'est difficile d'observer le ciel en classe, mais pour bien comprendre certains phénomènes en astronomie, entre autres les mouvements, comment c'est perceptible de la Terre, comment nous voyons les mouvements, dans le fond, de la Terre, de la Terre sur elle-même, autour du Soleil, mais il faut apprendre un peu les constellations, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à voir comment ça bouge. Et pour apprendre les constellations, des outils comme le cherche-étoiles ou le stellarium sont très utiles. Par contre, quand on arrive dehors, au départ, on peut être un peu débordé par tout ça, puis par où commencer? On se demande par où commencer. Alors, c'est ce que le document Apprendre le ciel vous aide à faire. Dans le fond, c'est séparé en 3 soirées d'observation. À chaque fois, en fond, vous allez observer une partie du ciel. Bon, évidemment, vous n'avez pas le temps de tout faire un soir, c'est pas grave, vous pouvez revenir la fois d'après, mais c'est séparé comme ça pour vous faire apprendre les différentes parties du ciel. Donc, à la fin, vous allez avoir une bonne vision du ciel visible cette année au mois de février. Alors ça, vous allez avoir seulement un document comme ça là, pour toute la formation, pour toutes les 3 semaines de la formation. Ensuite, j'ai préparé deux différentes activités pour vous familiariser avec les outils que je vous présente, Stellarium et le Cherche-Étoiles. Et évidemment, vous pourriez adapter ces activités-là pour les utiliser en classe. Alors, quand je dis adapter, c'est qu'il y a peut-être quelques questions qui seraient trop avancées pour vos groupes ou, bon, vous pourriez inventer les vôtres, mais ça donne une bonne idée pour partir et faire découvrir les outils aussi afin que les élèves se familiarisent avec ces outils-là et puissent les utiliser aussi. Et finalement, vous allez toujours avoir le document PowerPoint de la présentation que je vous présente justement présentement ou dans les prochaines semaines. Cette semaine, il y a moins de contenu astronomique. Bon, je la fournis quand même, mais les prochaines semaines, ça vous donne du matériel directement que vous pouvez utiliser en classe aussi. Et je veux vous mentionner que tout va rester accessible sur notre site web après la fin de la formation. Donc, il n'y a pas d'examen final. Si vous n'avez pas le temps de tout faire durant les 3 semaines, pas de problème. Vous pourrez y revenir par la suite. Vous pouvez télécharger les documents, évidemment, mais peut-être que présentement, c'est moins pertinent dans votre programme, ce que vous enseignez présentement, mais que dans quelques mois, ça le serait plus. Donc, vous pourrez revenir au contenu si vous voulez par après. On essaie de rendre ça le plus accessible possible et de vous aider le plus possible. Et on sait c'est quoi avoir un horaire occupé. Alors, qu'est-ce que l'astronomie? Il y a différentes définitions. En fait, l'astronomie, c'est l'étude des astres. Mais j'aime bien cette définition aussi. L'astronomie est l'étude de tous les objets célestes. C'est l'étude de tout ce qui a déjà existé, tout ce qui existe et tout ce qui existera un jour. Ça peut paraître très profond comme définition, mais ça a du sens quand on y prête attention. L'univers, c'est tout ce qui existe. Alors, l'astronomie étudie l'univers et l'univers a une histoire. Alors, si on regarde dans le passé, dans le fond, le passé de l'univers, c'est tout ce qui a déjà existé et tout ce qui existera un jour, mais pour le futur aussi. Alors, l'astronomie, c'est vraiment l'étude de tout ce qui existe, ce qui a déjà existé et ce qui existera un jour.
Et ce que j'aime dans cette définition-là, c'est que ça nous inclut. Souvent, l'astronomie, ça nous paraît extrêmement loin. Bon, ça l'est aussi, mais on pense souvent que c'est complètement en dehors de nous. D'ailleurs, dans le langage quotidien, souvent on parle de la Terre et de l'espace, ou la Terre et le ciel, pour les jeunes, le sol et le ciel. Mais en fait, la Terre, la planète, fait partie de l'espace, fait partie de l'univers. Donc, l'histoire de l'univers, c'est aussi notre histoire, c'est aussi l'histoire de la Terre, de notre évolution sur la Terre. Donc, ça nous inclut dans tout ça. Alors, une façon différente de voir les choses aussi. Quand on parle d'astronomie, mais en fait, qui peut se définir comme étant astronome? Je vous dirais qu'il y a deux types d'astronomes. Il y a les chercheurs, donc l'astronomie professionnelle, ceux qui font de la recherche, et l'astronomie amateur. En fait, n'importe qui a un intérêt en astronomie peut être astronome amateur, et je vous en parle un petit peu dans une minute. Mais pour être chercheur, évidemment, il faut faire de longues études dans le domaine. En fait, en général, c'est des gens qui vont aller chercher un doctorat en astronomie qui ensuite vont faire de la recherche dans le domaine. Alors, quand on regarde des gens comme ici sur la photo, des gens qui sont à l'extérieur, qui regardent à travers des télescopes, ce ne sont pas des astronomes professionnels, ce sont des astronomes amateurs qui vont regarder le ciel directement, qui vont mettre l'œil au télescope. Maintenant, les chercheurs, le travail se fait par ordinateur, et au lieu de mettre l'œil au télescope, on met des caméras numériques très sensibles qui vont être beaucoup plus précises pour prendre les images, et ensuite on peut analyser les images aussi. Donc, ça va beaucoup mieux le faire par la technologie qu'on a maintenant, donc les caméras numériques. Alors oui, il y a de l'observation qui se fait en astronomie professionnelle, mais ce n'est pas directement à l'œil. Alors on prend les données par des télescopes, des radiotélescopes, en fait des télescopes même qui voient des types de lumière qui sont invisibles à nos yeux, comme les radios, les ondes radio. Et il y a aussi des télescopes spatiaux. Alors, vous pouvez imaginer comme le télescope spatial Hubble, qui est en orbite autour de la Terre. Les astronomes ne vont pas dans l'espace à chaque fois qu'ils veulent mettre l'œil, à chaque fois qu'ils veulent observer à travers le télescope. Tout se fait par ordinateur. Certains astronomes vont aussi faire des modèles théoriques avec des ordinateurs, donc essayer de modéliser ce qui se passe, par exemple, dans des nébuleuses, des régions où les étoiles se forment ou comment les galaxies vont évoluer avec le temps. Alors, tout ça se fait de façon numérique. Et donc, c'est beaucoup du travail d'analyse, les astronomes professionnels. Les astronomes amateurs, il y en a de différents types. La plupart vont aimer faire de l'observation, évidemment, aller dehors directement observer le ciel. Beaucoup vont faire de l'astrophotographie. Donc, les équipements maintenant qui sont disponibles pour photographier le ciel permettent de prendre des images qui étaient seulement possibles avec les télescopes professionnels il n'y a pas si longtemps. Donc, beaucoup de gens vont s'adonner à ça. Il y a aussi des gens qui observeront pas nécessairement le ciel, mais qui vont adorer apprendre sur l'astronomie, donc ils vont faire beaucoup de lectures. D'autres vont fabriquer leur télescope. Bref, il n'y a pas une seule façon de faire de l'astronomie amateur. Alors, n'importe quel intérêt que vous avez, que vous voulez en faire, peut vous qualifier d'astronome amateur aussi. Et l'astronomie, c'est un domaine très multidisciplinaire. Il y a différents angles qu'on peut prendre pour parler d'astronomie en classe. Et en fait, je vais vous montrer un peu tous les liens possibles qu'on peut faire avec d'autres domaines. Évidemment, il y a de la physique. On appelle ça l'astrophysique, c'est pas pour rien. Donc, beaucoup de physique, par exemple la mécanique, les mouvements des astres, l'optique, tout ce qu'on peut détecter de la lumière, comment on va détecter ça avec les instruments, la thermodynamique pour étudier l'intérieur des nuages de gaz ou des étoiles, par exemple. Il y a beaucoup de chimie aussi, donc les astronomes utilisent le fameux tableau périodique aussi. Quand on parle des éléments, comment ils se sont formés, par exemple, et ça vient de l'intérieur des étoiles. Donc, on parle beaucoup de ces éléments-là aussi en astronomie. La composition des objets célestes avec la spectroscopie, on peut aller voir de quoi les objets célestes sont composés, les différents éléments, différentes molécules qu'on y trouve. Évidemment, beaucoup de mathématiques. Si vous devez enseigner la notation exponentielle, l'astronomie s'y prête très bien. Faire des gros calculs, en fait, pas nécessairement des gros calculs, mais des calculs avec des gros chiffres, des gros nombres, c'est plutôt ça que je devrais dire. Donc, il y a quelques calculs simples aussi qu'on peut faire, par exemple, pour trouver la vitesse de la Terre dans son orbite autour du Soleil. Ce sont des calculs quand même assez simples et ça donne des données intéressantes là, pour les élèves à calculer. Maintenant, on parle aussi de biologie. Ça peut paraître étrange, mais en fait, évidemment, une des plus grandes questions de l'humanité, c'est de savoir si on est seul dans l'univers. Donc, maintenant, il y a un domaine scientifique qui s'appelle l'astrobiologie, qui est vraiment en émergence, vraiment de façon scientifique, sérieuse. Comment on peut essayer d'investiguer ça, en fait, d'aller voir si la vie pourrait exister ailleurs. Et ça nous force à étudier des extrémophiles. En fait, ce sont des organismes qui vivent dans des conditions extrêmes sur la Terre, donc très chaud, très froid, très salé, très acide, très alcalin. Et ce sont des conditions qu'on pourrait retrouver sur d'autres objets dans l'univers, en fait, sur d'autres planètes ou lunes.
Alors, ça nous permet de voir si ces organismes réussissent à survivre sur Terre dans les conditions extrêmes, peut-être qu'ils pourraient survivre ou se développer ailleurs aussi dans l'univers. On parle aussi de géologie, dans le fond, comparer les planètes, donc les surfaces, alors qu'est-ce qu'on les retrouve comme formation géologique, les planètes, les lunes, bref, tous les objets qu'on étudie dans le système solaire. Parfois, juste avec des photos vues de dessus, il faut être capable d'analyser ce qu'on y retrouve et comment ces formations-là se sont justement formées. D'autres façons d'amener la géologie. Maintenant, on peut regarder aussi le côté plus humain des sciences sociales, peut-être des sciences humaines. Alors, l'histoire de l'astronomie, c'est super intéressant à regarder parce que vu qu'on est pris sur notre petite terre, dans le fond, la façon qu'on a compris, qu'on a étudié le ciel et tout ça, il y a eu une grosse évolution parce qu'il fallait vraiment aller au-delà de ce qu'on voit, de nos représentations qu'on se faisait, puisque ce n'est pas le ciel qui bouge autour de nous, mais c'est vraiment c'est vraiment la terre qui bouge. Donc, toute l'évolution des connaissances, c'est très intéressant à voir et ça a amené plusieurs sagas aussi au cours de l'histoire. Le côté culturel aussi, alors les différentes cultures ont vu différentes constellations dans le ciel et inventé des mythologies différentes. Donc, vous pouvez prendre cet angle-là pour parler d'astronomie aussi en classe. Ensuite, si vous aimez la technologie, vous pouvez vous renseigner sur les instruments qui sont utilisés en astronomie. C'est assez impressionnant maintenant dans les télescopes eux-mêmes, mais quand la lumière va sortir du télescope, tout ce qu'on peut faire pour avoir les meilleures images possibles ou détecter le plus d'informations possible. Alors, ça repousse toujours les limites de la technologie. C'est très intéressant à voir. Et il y a aussi le côté environnemental, et je vous en parle rapidement. Le fait de regarder l'univers au complet, en fait, nous fait regarder la Terre avec une perspective très différente. Évidemment, la Terre nous paraît très petite, mais on se rend compte aussi à quel point ses ressources sont limitées, que ses propriétés sont uniques, qui fait qu'on peut survivre ici. Et d'un côté humain aussi, on se rend compte que, dans le fond, avant d'être citoyen de différents pays, on est tout simplement citoyen de la planète Terre. On est tous ensemble sur ce petit vaisseau spatial qu'est la Terre qui se déplace dans l'univers. Alors, j'aime bien cet aspect-là de l'astronomie, ce regard différent qu'il nous fait poser sur la Terre. On parle aussi beaucoup de pollution lumineuse, et d'ailleurs, le Québec et le Canada sont des experts dans le domaine. Une équipe de l'Astrolabe du Mont-Mégantic a vraiment développé une belle expertise sur le sujet. Et c'est un domaine multidisciplinaire parce qu'on se rend compte maintenant que non seulement la pollution lumineuse, dans le fond, cette lumière de trop qui éclaire la nuit, donc oui, nous empêche de voir les étoiles, mais aussi un impact sur notre santé, sur tous l'écosystème au complet. Donc, si ça vous intéresse, pour avoir des beaux projets de recherche à faire avec les jeunes, et vous pouvez aller voir le site de l'Astrolabe du Mont-Mégantic. En fait, ils ont le site spécialement pour la réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic. Ce fut la première réserve internationale de ciel étoilé dans le monde au niveau international. Donc, ils ont vraiment une belle expertise. Vous pouvez aller voir leur site, beaucoup d'informations là-dessus. Et le fait de tout simplement observer le ciel nous permet parfois de se reconnecter avec la nature. Les gens, surtout qui habitent en ville, même en fait n'importe où maintenant, pensent très peu à tout simplement lever les yeux et regarder le ciel pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Alors, le fait de le faire régulièrement, éventuellement, nous fait reconnecter un peu avec l'observation de la nature, de la météo. On se rend compte que ce n'est pas toujours possible. Et justement, juste un retour un peu aux sources des connaissances que nos grands-parents avaient il y a très longtemps. Si on remonte de quelques générations, les gens voulaient toujours observer le ciel le soir. Il n'y avait aucune lumière. Les gens connaissaient très bien le ciel, mais maintenant, ce sont des connaissances qui se perdent, malheureusement. Alors, vous voyez, c'est très vaste. Il y a plusieurs domaines qui se rattachent à l'astronomie. Alors, acceptez qu'il est impossible de tout savoir. C'est impossible et oui, ça peut paraître épeurant au début et je rencontre des enseignants parfois qui me disent « Ah, j'ose même pas aborder la partie astronomie, je connais tellement pas ça. » Évidemment, plus on en connaît, plus on est à l'aise, mais vous ne connaîtrez jamais tout. C'est impossible. Il n'y a personne sur Terre qui connaît tout ce qu'il y a à connaître en astronomie. C'est tellement vaste comme sujet. Alors, j'essaie un peu de vous encourager à allez-y, foncer. Et c'est sûr qu'il va y avoir plein de questions auxquelles vous n'aurez pas les réponses. Et une anecdote que je compte souvent à ce sujet-là, c'est, des fois, je vais faire des présentations en classe. Il y a quelques années, j'étais allée dans une classe de 5e année et les jeunes avaient écrit au tableau toutes les questions qu'ils voulaient me poser. Et ça a été assez rapidement, je lis les questions et je me rends compte que je ne connais pas les réponses à au moins la moitié des questions, malgré mon expérience dans le domaine. Et là-dedans, il y avait différents types de questions, mais j'étais assez connaissante, dans le fond, pour connaître un peu pourquoi je savais pas pourquoi je savais pas la réponse. Il y en avait que moi, personnellement, je ne savais pas. Il y en avait d'autres que l'humanité ne connaissait pas, comme qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang, par exemple, ou des choses comme ça, où on ne sait juste pas.
et d'autres, des questions qui ont un peu moins de sens, du genre à quoi ça sert une galaxie? Ben, c'est un peu vague à répondre. Alors, toutes ces questions-là, ben, moi, j'étais quand même à l'aise d'en parler, mais je peux facilement imaginer que pour un enseignant qui connaît très peu le domaine, ça fait peur de penser à tout ça. Mais je veux juste vous rassurer en disant que vous ne saurez jamais tout et foncez de toute façon parce que sinon, on ne le fera jamais. Alors, je vous parle ici du ciel à l'œil nu. Alors, il y a très longtemps, les gens, justement, observaient le ciel beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et les premières choses qu'on remarque dans le ciel, évidemment, ce sont les étoiles et ces points brillants partout dans le ciel. Et l'imagination humaine est assez curieuse, hein. Quand on voit des points comme ça, on a tendance à faire des dessins imaginaires, hein, avec les lignes. Et c'est le même principe que les livres d'enfants où on relie les points pour former des images. Mais les gens ont fini par faire ça dans le ciel. Et c'est ce qu'on appelle les constellations. Alors voici quelques constellations d'hiver, justement Orion, on peut la voir à ce temps-ci de l'année très bien au sud après le coucher du soleil. Et les constellations, ce ne sont pas de vrais objets physiques, de vrais objets qui existent dans le ciel. Les scientifiques n'étudient pas les constellations. Les constellations, c'est simplement des dessins qu'on a imaginés et les étoiles qui forment une constellation sont très loin les unes des autres. Il faut imaginer que le ciel est en 3 dimensions, donc certaines étoiles sont plus rapprochées de nous, d'autres sont plus éloignées, et je vais vous le montrer tantôt dans Stellarium, un peu comment on peut voir cette information-là. Par contre, dans le fond, si on dit que les constellations n'existent pas pour de vrai, c'est juste nous qui les avons inventées, pourquoi on les utilise? Bien, elles sont très utiles comme système de référence. Alors, elles nous permettent de connaître le ciel et de s'orienter dans le ciel et ensuite de voir un peu comment tout bouge. Si pour vous, le ciel, c'est juste plein de points, dans le fond, c'est difficile de voir comment ça change de saison en saison, de nuit en nuit, par exemple. Alors que si on est capable de reconnaître les dessins, bien, à ce moment-là, on peut très bien voir les mouvements. Alors oui, les constellations, c'est très utile encore pour observer le ciel et voir les changements qui se passent et pour pouvoir savoir ou regarder des objets intéressants aussi. Par exemple, dans Orion, ici, on a la nébuleuse d'Orion, qui est un endroit où des étoiles se forment et avec un télescope, c'est très beau. Même à l'œil nu, on la voit. Avec des jumelles ou un télescope, on voit plus de détails. Mais ça, il faut connaître Orion en premier pour pouvoir savoir que c'est là. Et si je reviens aux constellations, justement, les gens ont non seulement vu des dessins comme ça, mais voyez beaucoup plus de détails, en fait. Alors, il faut avoir beaucoup d'imagination quand même pour voir toutes ces choses-là. Mais bon, voilà les constellations, ce que les gens ont dessiné dans le ciel. Ça, c'est une image créée avec le logiciel Stellarium. Je vous montre justement tantôt comment recréer tout ça. Alors, le ciel à l'œil nu, oui, on voit beaucoup d'étoiles et de constellations, mais c'est beaucoup plus que ça. Bon, les étoiles, en fait, dans un ciel sans pollution lumineuse, on pourrait voir environ 3000 étoiles. Alors, c'est quand même beaucoup, mais c'est quand même une toute petite fraction de toutes les étoiles dans notre galaxie. On va y revenir ça un peu plus la dernière semaine. Il y a aussi 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et présentement, les 5 sont visibles dans le ciel le matin. Je vous les montre dans Stellarium à la fin du webinaire. Il y a aussi quelques objets du ciel profond. En fond, ce qu'on appelle le ciel profond sont des objets moins lumineux. À l'œil nu, c'est comme une petite tache floue, mais avec des jumelles ou un télescope, on peut voir plus de détails. Certains sont plus évidents que d'autres à l'œil, mais il y en a quand même quelques-uns qu'on peut voir à l'œil nu, dont la galaxie d'Andromède, qui est l'objet le plus lointain pour la plupart des gens, visible à l'œil nu. C'est assez impressionnant quand on réalise que nos yeux peuvent voir jusqu'à 2 millions d'années-lumière de nous. Alors voilà, vos yeux sont quand même très puissants pour voir de la lumière de si loin. On peut aussi voir la Voie lactée, encore une fois dans un ciel sans pollution lumineuse. On la voit ici en arrière-plan, c'est cette bande blanche qu'on voit dans le ciel. Alors ça, c'est notre galaxie, hein. On fait partie de la Voie lactée, mais quand on regarde dans cette direction-là, il y a plus d'étoiles, donc ça finit par faire une bande blanche, hein, et c'est ce qu'on voit ici. Même si on est en ville, on peut très bien voir la Lune et ses phases, donc c'est vraiment un concept qu'on voit assez jeune, malgré que pour bien comprendre les phases de la Lune, il faut attendre que les enfants soient un peu plus vieux, parce que c'est quand même assez abstrait, la visualisation en 3D, mais tout simplement pour les observer et comprendre qu'il y a un cycle, ça se fait assez rapidement. Parfois, on a des éclipses aussi, pas toujours visibles d'où on est situé, mais il y a des éclipses à chaque année, là, à quelque part dans le monde, de Lune et de Soleil. Il y a aussi des étoiles filantes à chaque nuit, mais il y a des nuits de l'année où il y en a plus, qu'on appelle des pluies d'étoiles filantes, donc facilement visibles à l'œil encore une fois. On trouve aussi les aurores boréales. Bon, il faut un peu de chance pour pouvoir les observer. Ce n'est pas super fréquent si vous êtes au sud du Canada. Plus on va au nord, plus on en voit régulièrement, mais c'est quand même un très beau spectacle qu'on peut observer sans instrument.
Et parfois, on peut voir des comètes à l'œil nu. En fait, des comètes visibles au télescope, il y en a régulièrement, mais vraiment facile à voir à l'œil nu, là, que monsieur, madame, tout le monde peut lever les yeux et voir. C'est plutôt rare, mais quand même, ça arrive parfois et c'est toujours un beau spectacle. On a aussi les satellites artificiels, donc tous les satellites qu'on a mis en orbite autour de la Terre, les plus gros, où certains vont refléter la lumière et on peut très bien les voir, comme la Station spatiale internationale, ou d'autres aussi vont devenir très très brillants. Parfois, ça mêle les gens un peu, hein, quand on voit un petit point lumineux qui se déplace d'un horizon à l'autre en quelques minutes, ben, c'est un satellite, mais des fois, ils vont devenir très très brillants et ça pique la curiosité des gens, mais ce sont des satellites artificiels. Alors, voici quand même tout ce que vous pouvez observer à l'œil nu dans le ciel. Alors, on n'est pas limité. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à observer. Pas besoin d'un télescope pour débuter en astronomie. Et moi, même si ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine, j'aime toujours mieux observer le ciel à l'œil nu. Juste m'installer dehors, regarder le ciel, c'est la façon que j'aime le plus profiter du ciel étoilé. Ce qui est intéressant aussi avec l'observation du ciel, c'est qu'on découvre des mouvements. Et c'est ça qui a vraiment affecté aussi notre évolution de nos connaissances. Dans le fond, nos connaissances de notre position dans l'univers ont été affectées du fait que nous observons de la Terre et que de notre perspective, comme on ne sent pas que la Terre bouge, on a l'impression que tout tourne autour de nous. Alors cette image ici, c'est une longue exposition, environ 1 heure, je dirais, centrée sur l'étoile polaire. Alors l'étoile polaire serait ici, et les étoiles, on fait des lignes, ferait un tour au complet en 24 heures, là, dans le fond, fait que, on fait des petites lignes là, environ sur 1 heure. Et pourquoi tout semble tourner autour de l'étoile polaire? C'est que l'étoile polaire, alors voici ma petite Terre ici, l'étoile polaire serait très loin au-dessus du pôle Nord. Alors, vous imaginez le pôle Nord ici, ça c'est l'axe de rotation. Alors, imaginez la ligne qui continue et éventuellement, on atteindrait l'étoile polaire. C'est une coïncidence qu'il y a une étoile assez brillante en ligne avec l'axe de rotation de la Terre, mais c'est très pratique hein, parce que, justement, lorsque la Terre tourne sur elle-même, je vais la faire tourner dans le bon sens, lorsque la Terre tourne sur elle-même, de notre perspective, toutes les étoiles semblent tourner autour de ce point central qui est l'étoile polaire. Et dans ce dessin, dans cette photo, pardon, on voit d'autres traînées lumineuses. Ça, ce sont des lucioles. Alors, c'est une image prise l'été au Québec. Il y a beaucoup de lucioles. Quand on explique les phénomènes astronomiques, très souvent, on va mettre des images comme ça où on voit le point de vue extérieur. Alors, ce que j'appelle le point de vue extérieur, c'est lorsqu'on voit les astres, justement. Alors, imaginez que vous êtes à l'extérieur de la Terre, très, très loin. Vous pouvez voir la Terre, la Lune, le Soleil. Bon, vous êtes capable de placer des objets. Et il faut réconcilier ça avec le point de vue de la Terre. Je vous montre un exemple. Alors, imaginez, bon, ça c'est pour expliquer les phases de la Lune. On a mis la Lune à différents endroits dans son orbite autour de la Terre. On va y revenir la semaine prochaine aux phases de la Lune. Mais imaginez que vous êtes ici sur la Terre, vous observez la Lune lorsqu'elle est ici. Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Bien, c'est un croissant de Lune. Mais c'est pas évident passer du point de vue extérieur au point de vue de la Terre et comprendre comment un implique l'autre. Alors, ça, je vais revenir souvent. Cette idée qu'il faut réconcilier les deux points de vue. Hein, le point de vue de la Terre, qu'est-ce que nous, on voit dans le ciel, donc géocentrique, dans le fond, comme nous, avec nous au centre, qu'est-ce que nous voyons dans le ciel, et le point de vue extérieur, si on se met un peu dans l'espace et qu'on regarde comment les astres sont situés. C'est souvent nécessaire pour comprendre certains concepts, mais ce n'est pas toujours facile. Et je vous le dis pas pour vous faire peur, mais bien pour vous réaliser ce défi-là, parce que visualiser en 3D n'est pas facile pour tout le monde. Et comme je vous disais, c'est souvent nécessaire pour bien comprendre plusieurs notions astronomiques. Alors peut-être même pour vous, certains concepts qui peuvent sembler de base en astronomie, parfois c'est difficile de bien les comprendre, tout simplement parce qu'il faut visualiser en 3D et c'est pas facile pour tout le monde. Et je parle par expérience, pour moi c'est un défi au début, maintenant je suis à l'aise, ça s'améliore, inquiétez-vous pas, si vous pratiquez souvent, vous essayez d'imaginer souvent, ça devient plus facile. Mais justement, il faut bien visualiser pour comprendre certains concepts. Et justement, c'est pas facile pour tout le monde. Certains, ça va aller mieux que d'autres. Et surtout les jeunes, en fait, le plus jeunes encore, ils ne sont pas capables de voir cette visualisation spatiale en 3 dimensions. Alors, pour certains concepts, il faut tout simplement attendre qu'ils soient un peu plus vieux. Alors, je voulais vous en parler ici parce que c'est un défi pour certaines personnes. Et pour la deuxième moitié du webinaire, je vais faire l'introduction au cherche-étoiles et au logiciel planétarium Stellarium. Alors, un cherche-étoiles, c'est un outil très pratique pour apprendre le ciel. Vous pouvez en trouver des versions plastifiées dans des librairies. Alors, j'en ai un exemple ici. Et plastifié, mais c'est toujours très utile si vous l'utilisez souvent
prenez un 10 ou 20 $ environ et achetez-vous-en un parce que en carton, ça prend l'humidité, c'est pas très pratique à l'extérieur. Mais celui que je vais vous montrer aujourd'hui se fait en papier ou en carton, donc c'est quand même assez facile à faire. Mais vous pouvez vous en trouver des versions là, quand même pas très dispendieuses dans les bonnes librairies. Alors, la version que je vous montre, bien, vous pouvez l'imprimer. En fait, c'est une activité que vous pourriez faire avec les élèves aussi. Imprimer assez de copies pour tout le monde, qu'ils l'assemblent en classe et leur montrer comment l'utiliser. Alors, l'image que vous voyez ici, dans le fond, c'est une version qui a été distribuée gratuitement un peu partout au pays en 2009, qui était l'année mondiale de l'astronomie. C'est là que le site web chercheétoile.ca a été développé. Et maintenant, on peut encore l'utiliser. La version que vous allez imprimer est en noir et blanc, mais fait très bien l'affaire aussi. Ce sont des cherche-étoiles pour les latitudes autour de 45 degrés nord, donc entre 40 et 50, ce qui recouvre le sud du Canada. Si vous êtes beaucoup plus au nord, à ce moment-là, éventuellement, l'image va être un peu différente. Ça serait intéressant de trouver un cherche-étoile pour vos latitudes. Je sais qu'il existe des cherche-étoiles plastifiées, donc des versions qu'on peut acheter pour les latitudes de 55 degrés nord environ. Je cherche encore s'il y a une ressource sur Internet gratuite ou des cartes du ciel qu'on peut trouver pour des latitudes plus nordiques. Bon, alors je vais vous faire signe si je réussis à en trouver. Et vous allez plus au sud aussi, évidemment. Éventuellement, il faudrait prendre un cherche-étoile pour des latitudes plus au sud. Alors, le cherche-étoile, comment ça fonctionne rapidement? Là, je vais vous le montrer plus en détail dans une minute, mais c'est qu'on aligne la date et l'heure. Alors, je vous montre les deux morceaux. Là, j'espère que ça paraît bien à travers la webcam. On a la carte du ciel qui a les jours tout le tour et le support qui est très simple. Il faut simplement plier les rabats, on découpe l'ovale et lorsqu'on insère la carte du ciel, à ce moment-là, lorsqu'on aligne la date et l'heure, qu'on retrouve ici, la partie du ciel qui est visible dans le trou serait le ciel au-dessus de nos têtes à ce moment-là. Donc, c'est très simple, mais c'est très intéressant à utiliser. Et là, je vous parle juste rapidement de qu'est-ce que ça signifie. Ça veut dire que tout le tour ici, c'est votre horizon. D'ailleurs, on le voit mal à l'écran, mais ça dit horizon sud, horizon nord, horizon est et horizon ouest. Évidemment, c'est déformé un petit peu, comme les cartes de la Terre sont déformées lorsqu'on les met à plat. Hein, c'est le ciel qui est une demi-sphère au-dessus de notre tête, dans le fond, qui est mis à plat. Mais quand même, ça donne une bonne idée. Et ce qu'il faut comprendre, si ça, c'est tout le tour de l'horizon, c'est que le point au centre de l'ovale serait ce qu'on appelle le zénith. Et le zénith, c'est le point directement au-dessus de notre tête. Donc, si je lève la tête, je verrai ce qu'il y a exactement au centre ici. Alors, le truc pour utiliser le cherche-étoile, parfois les gens vont le prendre, vont le mettre comme ça au-dessus de leur tête, essayer d'observer. C'est pas facile, là. En fait, il faudrait se faire comme une petite demi-sphère, un petit chapeau demi-sphère comme ça au-dessus de notre tête. Bon, c'est pas nécessairement évident. Alors, le truc, c'est vraiment de l'aligner, de le garder à la verticale et de l'aligner pour la direction à laquelle on observe. Alors, si je regarde au sud, je vais garder mon cherche-étoile comme ça. Donc, si le sud est devant moi, je vois l'horizon sud devant moi et je place pour que mon cherche-étoile pour que l'horizon sud soit aussi devant moi afin de comparer le cherche-étoile avec le ciel. Si je regarde au nord, je tourne mon cherche-étoile et là, l'horizon nord, disons, serait devant moi. Alors, l'horizon nord, ici, doit être devant moi. Et là, je peux voir ici les étoiles qui seraient devant moi dans le ciel. En gardant en tête que le point au centre serait le point directement au-dessus de ma tête. Donc, ça me donne une idée de la hauteur de l'objet. Et à l'est, je le tournerai encore pour que l'est soit ici. Même chose à l'ouest. Donc, le truc, c'est vraiment de tourner le cherche-étoile afin d'enligner l'horizon qui est inscrit sur le cherche-étoile avec l'horizon qui est devant moi. Alors, voici avec quelques images. Je ne sais pas nécessairement pour les dates d'aujourd'hui, mais vous allez comprendre le principe. Donc, aligner la date et l'heure de l'observation. Et là, présentement, ça ne s'applique pas, mais il faut faire attention à l'heure avancée. Dans ce cas-là, il faudrait soustraire une heure. Par exemple, ici, on a mis le 20 mars à 20 heures, mais comme le 20 mars, on est à l'heure avancée, il faudrait mettre 19 heures sur le cherche-étoile. Honnêtement, si vous vous trompez, ce n'est pas catastrophique parce que une heure ne fera pas une énorme différence, surtout que ce qui va apparaître aux horizons, ce qui va changer aux horizons, très souvent, en fait, c'est rare qu'on ait un horizon très plat. Hein, souvent, il y a des bâtisses ou des arbres, des collines. Donc, ça ne fera pas une énorme différence. Donc, si ça vous mêle, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas obligé de soustraire l'heure. Mais en général, si on est à l'heure avancée, le ciel, lui, n'est pas à l'heure avancée, donc il faudrait soustraire une heure. Et ce que vous voyez aussi ici, c'est que ça serait à ce temps-ci de l'année, donc environ vers un peu avant le 10 février, ce serait le même ciel à 22 heures que ce qu'on va voir le 20 mars à 19 heures, par exemple, ou à 20 heures.
Alors, on aligne ça et voici par exemple ce qu'on verrait au sud. Présentement, Orion est un peu plus ici, il est vraiment au sud après le coucher de soleil. Si je tourne vers l'horizon nord, à ce moment-là, je verrai la Grande Ourse. Vous la voyez ici. Alors, ça ressemble à une casserole, hein, mais c'est vraiment supposé être un ours, le grand chaudron. Alors là, je vais vous la montrer dans le stellarium dans quelques minutes. Alors, on voit de ce temps-ci, la Grande Ourse est comme au nord-est, elle est debout sur son manche. Et rapidement, je vous montre un truc qu'on va réutiliser aussi dans le stellarium pour trouver l'étoile polaire. Alors, si vous prenez la Grande Ourse, que vous prenez les deux étoiles ici opposées aux manches, et que vous allez vers le haut du chaudron. Donc, imaginez du popcorn ici qui revole, et voilà, on suit la ligne et on retrouve l'étoile polaire. L'étoile polaire n'est pas l'étoile la plus brillante dans le ciel. Souvent, les gens vont penser que c'est la plus brillante puisque c'est la seule qu'ils connaissent. En fait, c'est une étoile très ordinaire, mais elle est importante puisqu'elle est alignée avec l'axe de rotation de la Terre, donc elle pointe toujours vers le nord. Excusez-moi. Donc, comme dans l'autre image que je vous montrais, lorsque la Terre tourne, tout le ciel tourne autour de ce point-là, et celui-là reste fixe, donc elle pointe toujours vers le nord. L'étoile polaire est la queue de la petite ours, hein, donc le petit chaudron ici. Ça ressemble à un chaudron un petit peu. Et si on continue, alors encore une fois, on prend le truc, on va vers l'étoile polaire. Si on continue un peu à côté, on retrouve le W de Cassiopée, une autre constellation facilement visible. Souvent, les gens vont connaître la Grande Ourse, mais à peu près la seule constellation qu'ils vont connaître. Et ensuite, une des autres qu'ils vont apprendre, ce sera Cassiopée et Orion, par exemple. Alors ça, ce sont les constellations qu'on voit au nord. Et je vais vous en reparler un peu dans le Stellarium, mais ce sont les premières que je vous fais observer dans l'activité Apprendre le ciel. Alors, si on tourne ensuite à l'horizon est, par exemple, on verrait le lion qui serait quand même assez haut dans le ciel ici. On voyait la Grande Ourse, on la voit encore un peu ici. Et finalement, à l'ouest, on verrait les constellations qui sont ici. C'est sûr que c'est toujours plus facile de les voir sur le cherche-étoile. Les lignes sont là. Dans le ciel, il n'y a pas les lignes, donc c'est un peu un défi. Les étoiles les plus brillantes sont les plus grosses sur le cherche-étoile. Et si vous voyez des points lumineux brillants, en fait, des points brillants qui ne sont pas sur le cherche-étoile, ça se peut que ce soit des planètes. Et vous voyez ici, ça dit trajet des planètes. Cette bande-là, en fait, ce serait où les étoiles se trouvent. Excusez, où les planètes se trouveraient dans le ciel. J'y reviens dans une minute. Mais avant, la prochaine diapo explique plutôt les objets intéressants. Donc, sur le cherche-étoile, qui est assez simple, on a quand même encerclé quelques objets ici. Alors, ce sont quelques objets du ciel profond, comme j'ai mentionné tantôt. Des nébuleuses, des amas d'étoiles. Donc, les Pléiades, on les voit bien à l'œil. La nébuleuse d'Orion, donc c'est une nébuleuse, une étoile variable. Donc, certains objets un peu fascinants, dans le fond, qu'on pourrait pousser, qu'on pourrait commencer à analyser, là, à étudier quand on pousse un peu nos recherches plus loin. Alors, vous pouvez avoir plus d'informations sur chercheétoile.ca dans la section Observation. Évidemment, vous avez le nom à côté. Vous pourriez seulement faire une recherche aussi sur Internet. Wikipédia vous donnerait beaucoup d'informations aussi, mais le site web en donne un bon niveau là, pour quand on débute. Donc, les gens qui vont étudier, observer le ciel avec un télescope, souvent, ce sont ces objets-là qu'ils vont commencer à observer, par exemple. Et je reviens aux planètes, donc justement, le trajet des planètes ici. Le vrai terme pour ça, c'est l'écliptique. On va y revenir la semaine prochaine. Mais comme le système solaire est assez plat, on a le Soleil au centre, les planètes qui tournent dans le même plan autour. Alors ça, de notre perspective, encore une fois, réconcilier les deux points de vue, ça forme une ligne dans le ciel. Et c'est là qu'on retrouve les planètes. Le Soleil est aussi, passe devant certaines constellations. Et la Lune, ça serait à quelques degrés de l'écliptique dans le ciel. Donc, si vous voyez une étoile brillante qui n'est pas sur le cherche-étoile, mais qui semble être aux environs de cette ligne-là, donc vous savez que c'est une planète. Alors, les trucs pour utiliser le cherche-étoile, comme je vous disais, aligner la date et l'heure à laquelle vous voulez observer. Le tour de l'ovale représente l'horizon, alors que le centre représente le zénith étant le point directement au-dessus de notre tête. Et il faut tourner le cherche-étoile afin que la direction vers laquelle nous regardons soit la direction au bas de la carte, dans le bas du cherche-étoile. Alors, je vous suggère de faire l'activité en classe. En fait, juste pour les élèves, c'est intéressant de leur montrer rapidement comment l'utiliser et les laisser essayer de trouver quelques constellations de cette façon-là. Peut-être les guider un petit peu vers lesquelles commencer, comme la Grande Ourse, Cassiopée, l'étoile polaire, ainsi de suite, ou Orion de ce temps-ci. Très facile à observer aussi. Alors, je vais vous amener dans Stellarium dans une minute. Voici le site web pour le télécharger. Je vais juste prendre une minute pour vous montrer rapidement un peu. Voici le site web de Stellarium, disponible en français.
Oups. Et ici, vous voyez les liens pour le télécharger avec différents systèmes d'opération de votre ordinateur, que vous soyez sur Windows ou sur Mac. Mais si vous avez un ordinateur qui date de quelques années, et c'était le cas pour moi, j'avais de la difficulté à faire fonctionner la dernière version de Stellarium. Alors, je veux juste vous guider. Si vous allez dans Collaborer ici vers le bas et que vous descendez, vous avez All Releases, dans le fond, toutes les versions. Alors, vous pouvez aller chercher une version ancienne. Entre autres, pour moi, le problème là, que j'ai eu il y a quelques mois, c'était entre la version .12, qui fonctionnait très bien, et lorsqu'ils sont arrivés à .13, là, ça ne marchait plus. Et présentement, c'est la version .14. Alors, entre la version 12 et 13, il y a eu plusieurs changements. Donc, la version 12 en général, .12 devrait fonctionner. Vous pouvez toujours aller la chercher ici si vous avez de la difficulté avec la version la plus récente. Mais bon, si vous avez un bon ordinateur, ça ne sera pas le cas, mais je le mentionne parce que ça arrive parfois, surtout par exemple si vous voulez l'essayer à l'école, bon, peut-être que vous ne pouvez pas installer les programmes à l'école, mais si vous avez des plus vieux ordinateurs, ben, à ce moment-là, peut-être aller essayer une ancienne version. Et Stellarium, c'est un des programmes qui est Planétarium. Enfin, il y en a plusieurs autres. J'aime beaucoup Stellarium, entre autres, parce qu'il est gratuit et qui est disponible en français. Mais il y en a d'autres aussi, comme Starry Night, The Sky, qui parfois ont des fonctionnalités différentes. J'utilise beaucoup de Starry Night, personnellement. Quand j'ai des belles cartes du ciel à faire, je trouve qu'il y a différentes options de Stellarium, parfois un peu plus poussées. Mais pour un usage là, de base, Stellarium fait très bien l'affaire. Et si vous avez des téléphones intelligents ou des tablettes, des iPads par exemple, il y a plusieurs applications intéressantes. Alors, Stellarium est disponible aussi. Sky Safari, il y en a plusieurs versions. Une version à 2 qui fait très bien l'affaire. Il y a aussi des versions à 40 mais ça, c'est pas nécessaire quand on commence. Alors, vous pouvez en essayer. C'est le fun. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que maintenant, il y a excusez, j'ai juste le terme en anglais, le sensors, dans le fond, mais des caractéristiques dans par exemple, l'iPad qui fait qu'il détecte, bon, il sait l'heure, il sait où vous êtes situé avec, par exemple, le Wi-Fi et tout, et il peut savoir dans quelle direction vous le pointez et à quelle hauteur dans le ciel. Alors, si vous voyez, par exemple, une étoile brillante et vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez prendre l'iPad, le pointer dans cette direction-là, et vous allez voir le ciel vraiment qui est en arrière et par exemple, vous pourriez voir, par exemple, c'est Jupiter, le point brillant que vous voyez. Alors, c'est très intéressant. Par contre, je vous le mentionne parce que j'ai fait l'expérience l'été dernier. J'ai sorti l'iPad pour montrer à mes enfants un peu comment c'était intéressant, on peut voir le ciel. Mais après quelques minutes, ils étaient juste sur l'iPad et ils ne regardaient pas le vrai ciel. Et ce n'était absolument pas mon but. Alors, gardez en tête que oui, les outils sont intéressants, mais si on veut regarder le vrai ciel, ben, on fait attention à la technologie. Alors, j'arrête ici là, pour la présentation PowerPoint et je fais la suite dans Stellarium. Alors, nous voici dans la fenêtre de Stellarium. Quand on ouvre le programme, il prend automatiquement l'heure sur notre ordinateur. Alors, on est le 5 février, vendredi soir à 17h40 et je suis en train de faire ce webinaire pour la troisième fois cette semaine. Autant d'en rire, j'imagine. Alors, vous voyez que vous avez un menu en bas ici. Vous avez un autre menu ici à gauche. Alors, je vous explique les différentes fonctions dans une minute. Alors, en premier, on voit le soleil vient de se coucher, il commence à faire noir, on voit quelques étoiles. Les étoiles les plus brillantes sont identifiées et nous regardons vers le sud. Alors, je peux me promener ici vers l'ouest, on voit que c'est plus clair vers l'ouest. Et là, le paysage est par défaut, en fait, une image. Là, ici, c'est comme s'il y a des maisons un peu au loin. Ici, on peut venir au nord et on voit la Grande Ourse ici, juste ici d'ailleurs. Et je peux venir vers l'est. Alors, il y a différentes choses que je vais changer tout de suite. Et là, vous pouvez vous demander certaines choses comme ici. C'est quoi cette chose ici? En fait, c'est le radiant d'une pluie d'étoiles filantes qui porte le nom étrange de Delta Cancrid. Alors, comme il y a des pluies d'étoiles filantes, différentes pluies durant l'année, bon, les étoiles filantes semblent provenir d'un certain point. On les a indiquées. Personnellement, j'aime moins cette option, donc je vais l'enlever tout simplement. Et voilà. Mais avant, en fait, oui, la première chose que vous devriez faire, en fait, en ouvrant Stellarium, c'est de dire au programme où vous êtes situé. Alors, moi, ça le dit, je suis sur la Terre à Thetford Mines, c'est là que j'habite, hein, mais par défaut, je crois que c'est Paris qu'on met. Alors, vous devez dire au logiciel où vous êtes situé. Et la première chose, justement, à faire, c'est de venir ici, Situation, et là, vous pouvez cliquer sur la Terre où vous êtes, choisir dans la très grande base de données la ville la plus près de vous. En fait, je suis à Thetford Mines, mais j'aurais pu mettre Québec ou Montréal et le ciel serait pratiquement le même. Donc, on n'a pas besoin d'être très précis, malgré que maintenant, avec Internet, c'est facile de savoir notre latitude et longitude assez précisément. On peut les rentrer ou on peut même mettre obtenir la position actuelle à partir de l'adresse IP et il va choisir directement de cette façon-là avec votre connexion Internet. Je vous suggère de
cochez cette option, utilisez le lieu actuel comme position par défaut. Donc, à chaque fois que vous allez partir le logiciel, il va ouvrir pour cet endroit sur Terre. C'est ce que j'ai fait. Alors voilà, voici le ciel présentement de notre endroit sur la Terre. Différentes options que je vais changer tout de suite. Je vais venir encore dans le menu. Ici, date et heure. Moi, j'aime bien garder cette petite fenêtre dans le coin en bas, comme ça, c'est pas au-dessus de l'horizon, mais c'est facile de changer, de voir la date, l'heure et de la modifier aussi rapidement de cette façon-là. Je reviens aussi dans le menu affichage et bon, vous pourrez jouer avec les différentes options. Si je vais dans paysage, on peut changer le paysage. On peut mettre des arbres, pas très utile, ça nous coupe une bonne partie du ciel. Personnellement, ce que j'aime bien, c'est l'horizon 0. Donc, c'est tout simplement un horizon très plat. Avant, si vous avez une ancienne option, on n'avait pas l'option horizon 0, mais il y a toujours l'océan qu'on peut mettre qui donne aussi un horizon très plat. Alors, tout simplement, là, pour voir le plus de ciel possible. Et personnellement, j'enlève la brume parce que je trouve que ça rend trop le ciel brillant là, près du sol. Et voilà. Et là, ben, on ne voit pas grand-chose encore. Alors, je vais augmenter le temps ici, aller vers, vers 18 heures. Tiens. Excusez, vers 20 heures, donc vers 8 heures, et voilà. Alors, voici le ciel. Et là, on peut zoomer aussi. Je le fais avec la roulette sur ma souris. On pourrait aussi prendre les boutons Page Up ou Page Down sur le clavier. En fait, il y a plein de raccourcis comme ça qu'on peut trouver dans le menu Aide. Et vous pourrez regarder rapidement. Honnêtement, il y en a plusieurs que je ne connais même pas, mais ça nous donne une idée de toutes les options disponibles dans Stellarium. Dans le menu à gauche, ici, on a aussi la configuration générale. Je joue moins avec cette fenêtre. Personnellement, j'utilise juste pour changer la langue, tout dépendant si je fais des présentations en anglais ou en français. Vous avez plusieurs langues disponibles. Vous avez aussi la recherche. Donc, si vous cherchez un objet ou une constellation, je vous suggère d'être dans la liste, sélectionner, par exemple, la constellation ou la planète que vous voulez et Stellarium va vous le centrer automatiquement. Alors, déjà, ça fait le tour du menu à gauche ici. Maintenant, si on vient voir en bas le menu, alors en premier ici, ça ce sont les boutons pour accélérer le temps. Je vais l'utiliser dans quelques minutes. Certains boutons que j'utilise moins. Une chose intéressante dans les dernières versions, c'est qu'on peut voir les exoplanètes, donc toutes les planètes qui ont été confirmées à l'extérieur de notre système solaire. On sait qu'il y en a beaucoup. On sait que la plupart des étoiles ont probablement des planètes autour, mais celles-ci sont confirmées. Donc, vous voyez qu'il y en a un peu partout dans le ciel. Ah oui, quand vous partez Stellarium, il part automatiquement en mode plein écran. Et là, si vous faites d'autres choses, c'est un peu difficile de le minimiser ou d'aller voir d'autres informations. Alors, je vous suggère de changer ça rapidement afin d'avoir les boutons ici pour minimiser la fenêtre. Si vous amenez votre ordinateur portable à l'extérieur, je vous suggère de mettre le mode nuit. Alors, ça met une lumière rouge, ce qui affecte moins notre vision nocturne parce qu'on veut essayer de garder nos yeux adaptés à la noirceur le plus possible pour observer le ciel la nuit. Bon, d'autres options ici pour centrer. Vous pouvez centrer l'objet quand il est sélectionné. Personnellement, je pèse sur la barre espace aussi. Je vais vous montrer une application dans une minute. Ici, je vais revenir. Ce que je veux faire afficher en premier, ce sont les lignes des constellations et les noms. Et c'est ici qu'on peut mettre les dessins aussi. Alors, ce que je vous ai montré tantôt, les revoilà. Et je vous amène au nord pour vous montrer justement où est l'ours dans la grande ours. Alors, voilà l'ours. Il faut avoir une bonne imagination. On peut voir les étoiles là, qui forment les pattes si on est loin des villes, mais quand même, pour voir un ours, surtout avec une longue queue, il faut beaucoup d'imagination. Et je vous ai montré le truc tantôt pour trouver Polaris, l'étoile polaire. Et l'étoile polaire fait partie de la petite ours qu'on voit ici, qui ressemble beaucoup plus à une moufette qu'une petite ours, je trouve personnellement. Alors, je vais enlever les dessins pour là. Vous pourrez vous amuser à les regarder aussi. Et vous voyez, quand je clique sur une étoile, il y a beaucoup d'informations qui apparaissent ici dans le menu. Alors, son nom, son numéro dans plusieurs catalogues. Et là, vous n'aurez pas besoin de toute l'information, mais ce que je vais vous montrer, rapidement, c'est la magnitude. Alors, la magnitude, c'est à quel point l'étoile est brillante quand on la regarde dans le ciel. Plus une étoile est brillante, plus le chiffre est bas. Alors, plus on va vers 0, plus c'est brillant, et même dans le négatif. Et si on augmente le chiffre, par exemple, une étoile très peu brillante, ici, si je la sélectionne, on est à 4,7. Notre œil est sensible environ jusqu'aux étoiles de magnitude 6. On peut les voir environ jusqu'à la magnitude 6. Mais évidemment, si vous êtes en ville ou s'il y a un peu une pollution lumineuse, en fait, c'est très rare maintenant que les gens vont vivre à des endroits où on peut voir les étoiles jusqu'à une magnitude de 6. Mais si je retourne ici, au sud, présentement, on peut voir l'étoile la plus brillante dans le ciel de nuit, c'est Sirius.
qui a une magnitude de moins 1,45. Donc, c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel de nuit. De jour, évidemment, c'est le Soleil, c'est une étoile, mais la nuit, c'est Sirius. Alors, on la voit bien. Et d'ailleurs, comme elle est assez près de l'horizon, sa lumière est vraiment changée à cause de notre atmosphère. Notre atmosphère affecte la lumière de l'étoile et elle paraît scintiller vraiment beaucoup. Et même, elle va changer de couleur. Des fois, elle paraît bleue, rouge. Alors, si vous voyez une étoile là, comme ça, souvent les gens vont la remarquer. Des fois, ils vont se dire, c'est quoi la lumière de police qu'il y a dans le ciel? Bon, c'est pas si évident qu'une lumière de police, mais quand même, c'est Sirius là, qui est très brillante vers le sud à ce temps-ci de l'année. Et l'autre information intéressante, c'est la distance. Vous voyez ici 8,6 années-lumière de nous. Par exemple, Rigel, si je compare l'étoile, 863 pratiquement années-lumière de nous. Donc, vous pouvez vraiment commencer à voir le ciel en 3 dimensions, voir comment certaines étoiles sont plus près de nous et d'autres beaucoup plus éloignées. Ici, Procyon, une autre étoile qui est quand même assez rapprochée, alors que Bételgeuse est elle aussi à 500 années-lumière. Donc, on voit très bien les différences. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué la couleur du texte. La couleur représente la couleur de l'étoile. Bételgeuse est une étoile rouge, alors que Rigel est une étoile bleue. D'autres options qu'on retrouve dans Stellarium, je vais vous montrer ici. Si je regarde vers l'ouest, par exemple, on a les constellations d'automne qui commencent à disparaître avec Pégase, Andromède. Et là, ici, on a une petite tache floue. Bon, j'ai de la misère à cliquer dessus. Là, je vais zoomer un peu. Et voilà, c'est la galaxie d'Andromède. Alors, je peux centrer l'objet. J'ai cliqué sur mon clavier sur la barre espace et on peut zoomer pour aller voir. Évidemment, sur Internet, on retrouve de plus belles images, là, vraiment des photos plus haute qualité, mais c'est intéressant de savoir qu'on peut zoomer. Vous pourriez aller voir les anneaux Saturne, par exemple, ou la Lune, ou bref, vous pouvez aller zoomer sur n'importe quel objet, ou étoile. Mais en fait, une étoile, ça reste un point lumineux, là, mais vous pouvez zoomer sur différents objets comme ça. Alors, je vous ai montré plusieurs options. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce qui se passe quand on accélère le temps. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour comprendre les mouvements dans le ciel. Alors, vous voyez, on est rendu à 21h30, presque 22h. Ici, on voit Orion qui se déplace vers l'ouest. Donc, on voit les objets qui arrivent de l'est, qui culminent au sud. En fait, culminer veut dire qu'ils vont atteindre leur point le plus haut dans le ciel, comme le soleil là, vers midi. Et tout va venir se coucher vers l'ouest. On voit Bételgeuse qui disparaît vers 2h du matin. On a Jupiter qui est apparu vers 20h de l'autre côté, là, qui est rendu quand même assez basse aussi vers l'ouest, qui va redescendre. Alors, allons voir. Ici, tout se couche vers l'ouest. Allons voir du côté est. Mais là, oups, je vais faire pause parce que le soleil se lève. Et voilà. Et je vais revenir en arrière, en fait, vers 6h environ. Donc, 6h du matin. Je vous disais qu'on avait toutes les planètes visibles. Alors, les voici. On a Jupiter, Mars, Saturne, Vénus, Mercure, qui est le petit défi parce qu'elle est très près du Soleil. Et de ce temps-ci, on a le croissant de Lune aussi. Je vous montre la Lune dans une minute. Mais premièrement, remarquez comment, comme je vous disais, le trajet des planètes, c'est comme une ligne dans le ciel où on retrouve toutes les planètes. Alors, vous voyez, elles sont vraiment comme sur une ligne. Jupiter est très brillante, magnitude de 2,4, moins 2,4 environ. Mars va être comme une étoile brillante, mais sans nécessairement sauter aux yeux comme Jupiter. Même chose pour Saturne, environ 0,5, 0,7. Mais Mars est un petit peu rouge. Alors, si vous regardez vers le sud, là, les deux étoiles, en fait, il y a Antares aussi qui est assez brillante, qui est rouge, mais Mars va être la plus brillante des deux. Saturne un peu plus vers l'est. Ensuite, on a Vénus qui est très brillante, moins 4. Donc, la planète la plus brillante, c'est Vénus. Et Mercure, qui, elle, serait quand même assez brillante, mais comme elle est très près de l'horizon, vers le Soleil, c'est moins évident de la voir. La Lune est là aussi, mais la Lune, là, c'est un petit croissant présentement. Alors, je vais zoomer pour vous le montrer. Alors, voilà. Pourquoi on ne voit pas le croissant? C'est tout simplement à l'échelle. La Lune est trop petite pour le montrer. Alors, vous pouvez venir dans Affichage, Ciel, augmenter la taille de la Lune d'un facteur 4. Et voilà, vous allez voir croissant de la Lune. Donc, il est quand même, elle est plus grosse qu'elle serait vraiment dans le vrai ciel, mais comme ça, on peut voir la phase de la Lune directement. Alors, voilà de ce temps-ci, le matin, ce que vous pouvez voir partout dans le ciel. En fait, surtout à l'est, dans ces jours-ci, ça va être très beau avec le croissant de Lune. Et là, justement, le ciel changeait parce que le soleil se levait, mais vous voyez, les constellations sont toujours là. En fait, les étoiles, il y en a toujours dans le ciel. C'est juste que de jour, on ne les voit pas parce que notre atmosphère diffuse la lumière du soleil et devient brillante. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a en arrière-plan parce que vraiment, la lumière du soleil est diffusée dans notre atmosphère. Mais avec un programme comme Starry Night, comme Stellarium dans ce cas-ci, ou Starry Night aussi, mais je vous montre Stellarium, je vais arrêter le temps, là,
le temps accéléré, et on va venir enlever l'atmosphère. Si on enlève l'atmosphère, on a un ciel noir autour du soleil et on pourrait voir des étoiles durant le jour. Et donc, c'est vraiment l'atmosphère qui diffuse la lumière qui fait la différence. Oui, le soleil est élevé, mais si on n'avait pas d'atmosphère, il n'y aurait pas de problème, on pourrait quand même voir les étoiles. Et c'est ce qui se passe sur la Lune. Vous avez peut-être déjà vu les photos des astronautes sur la Lune. Les astronautes eux-mêmes sont éclairés, donc c'est le jour, mais le ciel est noir en arrière-plan parce que la Lune n'a pas d'atmosphère. Alors ça, je trouve une fonction intéressante avec des logiciels planétarium, c'est qu'on peut enlever l'atmosphère justement pour voir le ciel jour et nuit, en fait, les étoiles, comment ça se déplace. Oups, un petit peu trop vite. Alors, si je continue le mouvement, bon, on a vu à l'est, justement, là, Orion se relève en fin de journée. Vous voyez des choses passer rapidement. Là, ça, ce sont des satellites artificiels. Mais là, ils vont très vite parce que le temps est accéléré. Alors, tout se lève à l'est. Vous voyez, Jupiter vient de se lever vers 20 heures, mais bon, elle est très basse encore à 20 heures. Ensuite, elle est plus haute. Donc, vous pouvez la voir très bien là, vers 10 heures le soir de ce temps-ci. Tout va se coucher vers l'ouest. Et allons voir, on va finir vers le nord. Alors, présentement, la Grande Ourse est très haute dans le ciel ici. Alors, encore une fois, on peut trouver l'étoile polaire. L'étoile polaire est là. Et je vais accélérer le temps pour vous montrer comment tout tourne autour de l'étoile polaire. Et là, attention, je vais aller très vite. Je vais la sélectionner là, juste pour que vous la voyez encore. C'est un peu étourdissant, mais vous voyez l'étoile polaire qui reste là. Donc, l'étoile polaire, encore une fois, pointe toujours vers le nord. Et je vais vous montrer un peu le système de coordonnées. Ici, j'ai la grille équatoriale. Ça, ce sont les lignes. Si vous imaginez la latitude et longitude sur la Terre, le grillage qu'on a sur la Terre, on peut l'étendre aussi au ciel. Et on a ce qu'on appelle les lignes de déclinaison et d'ascension droite. Ce sont les coordonnées. En fait, c'est le système de coordonnées qui nous permet de pointer à un endroit précis dans le ciel. Même principe sur la Terre. Chaque ville a sa latitude et sa longitude. Donc, chaque étoile a son ascension droite et sa déclinaison qu'on appelle. Et d'ailleurs, si vous regardez ici, on le voit, ascension droite, déclinaison, ce sont les coordonnées. Et si ici, ce serait comme l'équivalent du pôle Nord, mais le pôle Nord céleste. Alors, regardez comment l'étoile polaire est très près. Pas exactement, donc elle fait un petit tour, mais c'est une belle coïncidence qui fait qu'on a une étoile quand même assez brillante en ligne avec le pôle Nord céleste. Ce n'est pas le cas dans l'hémisphère sud. Et d'ailleurs, c'est une chose intéressante que vous pouvez faire. Vous pouvez aller voir le ciel de l'hémisphère sud, de l'équateur, du pôle Nord, voir comment les choses vont bouger de différents endroits sur la Terre. C'est très intéressant à voir aussi. Et je termine en vous montrant justement la Grande Ourse ici. Alors, si je vais un peu moins vite, vous voyez la Grande Ourse descend. Donc, elle était très haute dans le ciel. Là, elle descend, mais elle ne se couchera pas. Elle va tout simplement passer sous l'étoile polaire et elle va remonter. C'est ce qu'on appelle une constellation circumpolaire. Ça veut dire qu'elle est toujours visible de notre endroit où on est situé. Donc, si vous allez à différents endroits sur Terre, ce ne seront pas les mêmes constellations. En fait, il n'y a pas tout le temps des constellations circumpolaires, mais du Canada, on en a plusieurs, dont la Grande Ourse. Elle est assez près du pôle Nord céleste pour qu'elle soit circumpolaire. Et donc, c'est très pratique pour commencer. D'ailleurs, c'est pour ça que je commence par ce coin-là du ciel dans votre activité, là, apprendre le ciel, parce que les constellations circumpolaires sont toujours visibles n'importe quelle nuit de l'année, n'importe quel moment de la nuit, elles vont être là. Donc, vous pouvez facilement les retrouver et les utiliser comme point de départ. Alors, vous avez la Grande Ourse, vous avez la Petite Ourse, vous avez Cassiopée. Ce sont les trois principales que je vais vous montrer. Et justement, circumpolaire, ça veut dire fait le tour du pôle, hein, mais dans le fond, on les voit n'importe quelle nuit de l'année. Alors, il y a plusieurs options dans Stellarium. Je vous en ai seulement montré quelques-unes. Mais vous pouvez vous amuser avec le logiciel. Vous pouvez découvrir plein de choses. Je vous suggère de faire l'activité avec Stellarium. Vous allez découvrir d'autres fonctionnalités. Et amusez-vous. C'est juste très agréable à utiliser aussi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et j'espère que la semaine prochaine, je vais faire le webinaire. J'espère que tout va fonctionner pour l'enregistrement. Sinon, j'en ferai un autre comme celui que je viens de faire ici. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'à la toute fin et à la prochaine.